Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour l'invitation d'être avec vous ce matin. Comme Herman a dit, on m'a donné la tâche de mettre la table pour les présentations suivantes. Ceux qui étaient là il y a 2 ans vont pouvoir voir que dans le fond, ma présentation en 30 minutes est l'équivalent des 3 premières heures l'année passée. Donc la tâche était là ce matin. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions à la fin. Mes diapositives ont plus d'informations que d'habitude parce qu'elles sont disponibles, donc vous les avez comme référence. Donc j'ai mis plusieurs outils sur les diapos que vous pourrez référer par la suite au besoin. Au niveau des conflits d'intérêts, j'ai pas de conflit actuel, mais au cours des 2 années précédentes, j'avais travaillé pour des organismes privés qui offraient du conseil génétique et des tests génétiques au privé. Donc, on va commencer avec le cancer héréditaire. Les chiffres que vous avez toujours vus, on dit que 5 à 10% des cancers, quels qu'ils soient environ, sont héréditaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire que si je prends 100 femmes avec des cancers du sein, il y en a environ 10% chez lesquelles on va voir une histoire familiale vraiment beaucoup plus élevée. Et quand on va tester pour les gènes connus actuellement, on va identifier une mutation dans un de ces gènes-là, que ce soit BRCA1, BRCA2 ou les autres gènes qu'on connaît actuellement. On parle qu'il y a un 10 à 15% de cancers familiaux. Cette différence-là, c'est des gens qui, ça semble héréditaire quand on regarde les antécédents familiaux, mais quand on teste pour les gènes qu'on connaît actuellement, on trouve pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas héréditaire, ça veut dire que c'est pas un des gènes qu'on connaît actuellement. Et présentement, dans le génome humain, on estime qu'il y a environ 20 000 gènes, on en connaît 10 000. Donc clairement, il y a des choses qu'on connaît pas à ce moment-ci. Donc ces familles-là, probablement, qui éventuellement vont trouver quelque chose. Donc, ça nous amène à dire que la majorité des cancers, on sait toujours pas c'est quoi. Donc, on dit que c'est multifactoriel. Donc, mais aussi, c'est un point qui est important au niveau des familles où il y a des cancers familiaux, des cancers héréditaires. On focus sur les gènes, mais c'est pas des gènes de cancer, c'est des gènes de prédisposition au cancer. Donc, les autres éléments, l'âge, les facteurs qu'on peut pas changer, comme la densité mammaire, par exemple, mais aussi les facteurs qu'on peut changer, comme la consommation d'alcool, l'exercice, qu'on sait que ça va influencer au niveau du risque. Ça demeure des facteurs importants à considérer puis à discuter avec ces familles-là. Il y a des études en cours présentement pour essayer d'avoir de l'information sur la partie, disons, familiale et sporadique, et c'est la conférence que Dr. Chiquette va avoir un petit peu plus tard aujourd'hui, le projet Perspective. Si vous aviez peut-être vu dans les nouvelles au début d'année, on parlait d'un test de salive pour détecter le cancer du sein, les risques, donc c'est ce qui va vous être parlé un petit peu aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment pour adresser les familles à risque sporadique et familial. Les types de cancers, on parle de cancer héréditaire, donc on va commencer avec le cancer du sein. 5 à 10% auraient des gènes identifiés. C'est surtout BRCA1, BRCA2. Quand on a une famille avec beaucoup de cancers, sein, ovaire, prostate, les chances qu'on trouve une mutation BRCA1, BRCA2 dans ces familles-là, c'est environ 30%. Donc, c'est un des gènes les plus significatifs. Avec les années, on a identifié d'autres gènes, PALB2, CHEK2, CDH1, il y en a une série. Cancer de l'ovaire, il y a une plus forte, même si les cancers de l'ovaire sont plus rares, il y a une plus forte proportion des cancers de l'ovaire qui sont associés avec des BRCA1, BRCA2. On a aussi les syndromes de Lynch et d'autres gènes qui sont prédisposés particulièrement au niveau du cancer de l'ovaire. Cancer colorectal, cancer de l'utérus. Donc là, c'est les syndromes de Lynch. Vous avez une présentation aujourd'hui aussi plus tard qui va en parler. Donc on parle encore là un 4-5%. Et les cancers de la prostate et les cancers du pancréas. Il y a aussi une présentation aujourd'hui au niveau des cancers du pancréas. Donc, ça vous donne une idée. C'est vraiment toujours environ le 5 à 10% dans plusieurs types de cancers où on connaît des gènes à ce moment-ci. Pourquoi on s'intéresse particulièrement à ces gènes-là? Ben, par exemple, je vais utiliser beaucoup plus BRCA1, BRCA2 aujourd'hui. On sait qu'au niveau du cancer du sein, on dit que c'est le risque d'avoir un cancer du sein au cours de sa vie, c'est 12%, c'est une femme sur 8. Une femme qui est porteuse d'une mutation dans un gène BRCA1, son risque est entre 46 et 87%. Donc, c'est beaucoup plus élevé et c'est là où on va parler de vouloir identifier ces femmes-là plus tôt pour commencer de la prévention ou de la réduction de risque. L'autre aspect aussi, c'est que ces connaissances-là, ça fait maintenant 25 ans qu'on connaît les gènes BRCA1, BRCA2 et l'autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est que le risque d'avoir un deuxième cancer, pas une récidive, mais un deuxième cancer à l'intérieur des 10 premières années,
et environ 20% pour les BRCA1. Donc, c'est pas rare aujourd'hui d'avoir maintenant une femme, par exemple, qui a un diagnostic à 37 ans, que son chirurgien va lui parler, mais ce serait peut-être bon de regarder s'il y a un BRCA1, BRCA2, parce que là, peut-être qu'on parlera de mastectomie bilatérale au lieu d'aller unilatérale. Ça peut changer le plan de traitement à ce moment-là, d'identifier ces prédispositions-là. Souvent, en clinique, les femmes vont dire, ben moi, il y a beaucoup de cancers du sein dans ma famille. Ma mère a eu un cancer du sein à 45 ans. J'ai commencé mes mammos 10 ans avant, donc à 35 ans. Ça me donne quoi de savoir si c'est génétique ou non? Ben, c'est que premièrement, ça peut identifier une cause pour ce qui se passe dans la famille, mais c'est que ces gènes-là sont associés avec d'autres types de cancers pour lesquels on n'est pas suivi de façon régulière. C'est des risques vraiment significatifs. Donc, par exemple, le cancer de l'ovaire avec le BRCA, une femme qui est porteuse, on va la suivre avec des échographies régulières, mais aussi, par exemple, pour BRCA1, on va parler d'enlever les ovaires avant l'âge de 40 ans parce que actuellement, ça demeure encore la méthode efficace de prévention du cancer de l'ovaire. Donc, ça va changer, ça peut changer des décisions de vie chez la femme. Elle peut décider d'avoir ses enfants un peu plus tôt en sachant qu'elle veut faire enlever ses ovaires à cause de son risque. Donc, c'est pas seulement par rapport au cancer du sein, même si déjà on a des bons suivis quand il y a des histoires familiales, c'est qu'il faut penser aux autres types de cancers qui peuvent être associés. Et les hommes ne sont pas épargnés. Il y a des risques augmentés de cancer du sein chez l'homme, cancer de la prostate, mélanome, prostate, pancréas. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à mettre de l'avant, autant pour les femmes et pour les hommes dans ces familles-là. Syndrome de Lynch, je n'irai pas à travers tous les risques, mais je voulais vous les mettre comme référence. Je porterai juste votre attention au fait que le risque de cancer de l'endomètre et le risque de cancer colorectal est quasiment aussi élevé dans les syndromes de Lynch. On pense souvent au syndrome de Lynch avec seulement le cancer du côlon pour identifier des familles, mais le cancer de l'endomètre est un des cancers qui est prépondérant aussi dans ces familles-là. Donc, quelquefois, on va identifier des familles de cette façon-là. Au niveau des tests et des prises en charge, ce que j'ai essayé de vous faire, c'est une trajectoire là d'à peu près ce qui est fait dans tous les centres au Québec. Puis je vais vous présenter quels sont ces centres-là et un peu les critères de ce côté-là. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous parler des critères d'admissibilité à travers les différentes cliniques au Québec. Ça change un petit peu d'une clinique à l'autre, mais au moins vous allez avoir les grandes lignes. Un des points importants, c'est qu'idéalement, on vous demande de référer une femme qui est atteinte, selon les critères que je vais vous montrer. Et souvent, la question, c'est pourquoi on doit référer une femme atteinte en premier. C'est tout simplement que les tests génétiques, c'est pas aussi noir ou blanc que, par exemple, un test de cholestérol où votre cholestérol est élevé ou il l'est pas. Un test génétique chez une personne non atteinte, si on trouve une mutation BRCA, c'est correct. On a une explication, puis on peut parler au reste de la famille. Si on trouve pas, là, on est dans la zone grise à savoir, est-ce que c'est un BRCA1 dans la famille, puis elle l'a pas reçu? Donc là, elle serait plus au risque de la population générale, ou c'est un autre gène qui fait pas partie des gènes qu'on peut tester à ce moment-ci. Donc, ces gens-là, on reste dans une zone grise où on sait pas trop encore comment les faire. Donc, idéalement, on essaie toujours d'aller vers les personnes atteintes en premier, parce que les probabilités d'identifier une mutation sont plus élevées chez une personne qui est atteinte selon les critères. Quand votre demande de consultation arrive dans un centre de génétique, il y a un triage et il y a des critères que je vais vous montrer. Il y a des temps d'attente aussi de ce côté-là, donc je vais reviser ça avec vous. Les gens sont vus en conseil génétique, on offre un test, il y a différents laboratoires, différents tests, différents temps pour les résultats. Si on utilise des laboratoires hors province, généralement le temps est entre 2 et 3 semaines pour les résultats. Les laboratoires à l'intérieur de la province, c'est un peu plus long, c'est pas tout à fait les mêmes types de tests non plus. Divulgation des résultats. La majorité des cliniques vont divulguer les résultats par téléphone. Les patients sont à l'aise avec ça. Il y a encore quelques cliniques qui les font beaucoup en personne, mais la majorité, ce qu'ils font en ce moment-ci, et les patients sont tout à fait à l'aise avec ça, c'est de dire, appelez-moi, si c'est positif ou si c'est plus compliqué, ben là, on va reprendre un deuxième rendez-vous pour en parler en détail, mais les gens sont tout à fait à l'aise de recevoir les résultats par téléphone. Au niveau de la prise en charge, ça aussi, je vais vous montrer là des informations. La majorité des cliniques au Québec suivent les critères du NCCN, qui est le National Cancer Comprehensive Network, puis je vais vous les montrer dans les prochaines diapos. Donc, au Québec, il y a 8 cliniques qui reçoivent des consultations en oncogénétique.
Donc, il y en a 4 dans la région de Montréal, le CHUM, McGill, l'hôpital général juif, l'hôpital Charlemagne sur la rive sud. À Québec, il y a le CHUL et le centre du Réseau Rose à l'hôpital de Sacrement. En Estrie, il y a l'équipe de l'Université de Sherbrooke. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a l'équipe de Chicoutimi. J'ai mis une étoile à côté de l'équipe de Chicoutimi parce que dernièrement, je faisais une espèce de parcours de ce qui se passait en oncogénétique au Québec. Et par manque de ressources, présentement, l'équipe de Chicoutimi peut voir les cancers de l'ovaire, les cancers du côlon, mais tout nouveau cancer du sein est référé à Québec. Et elle me mentionnait que ça crée une difficulté pour certaines patientes. Il y a des patients qui abandonnent le parcours, en fait, parce qu'elles peuvent pas se déplacer nécessairement à Québec. Donc, vraiment, là, il y a un problème. Ça va avec un peu ce que Dr Latreille parlait. Le manque de ressources et l'idée de tout faire en personne tout le temps. Je pense qu'il faut reviser un petit peu nos méthodes de faire et mettre plus de ressources là, de ce côté-là. Les lignes directrices, vous ne savez pas les lire, j'ai fait un résumé pour vous, mais vous les avez encore une fois comme référence dans mes diapos. Les points importants, quand vous prenez une histoire familiale, même si c'est du cancer du sein ou du cancer de l'ovaire, regardez des deux côtés de la famille. Je sais qu'on le martèle d'année en année, mais encore aujourd'hui, ça arrive que les gens ne pensent pas que une femme qui dit moi, mon père a 2 sœurs avec des cancers du sein en bas de 50 ans et une cousine. Il y a encore des fois le réflexe de dire c'est du côté de ton père, c'est pas grave, le cancer du sein, c'est maternel. Pour tout ce qui est héréditaire, ça va des deux côtés, donc il faut toujours regarder. 50% de nos familles, ça vient du côté du père, donc il faut regarder des deux côtés. S'il y a une mutation familiale déjà connue, ces gens-là, tous les apparentés au premier degré sont à 50% de risque d'avoir la même mutation, donc ils sont éligibles à aller en génétique. Tout cancer du sein jeune, on dit en bas de 50 ans. En fait, pour les tests, vous allez voir, la majorité des cliniques utilisent 45 ans pour offrir les tests, mais s'il y a des cancers du sein en bas de 50 ans, ce qui est recommandé par le NCCN, c'est que ça vaut la peine de peut-être référent génétique pour qu'on fasse un plus gros portrait de l'histoire familiale pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose là. Au niveau du cancer du côlon, c'est la même chose, c'est en bas de 50 ans. Une femme qui a eu plus qu'un cancer ou un homme qui a eu plus qu'un cancer, 2 cancers du sein, cancer de l'endomètre, faut penser à la génétique. Les cancers plus rares qui sont identifiés en rose ici, donc les triples négatifs, cancer de l'ovaire, cancer du sein chez l'homme, cancer du pancréas, cancer de la prostate métastatique. Les dernières recommandations disent que toute personne, indépendamment de l'âge, devrait être référent génétique avec ces cancers-là. Les antécédents familiaux, donc une femme qui a pas de cancer ou un homme qui a pas de cancer, mais qui a des antécédents familiaux de tout ce que je viens de nommer avec les critères que je viens de nommer, et particulièrement pour les gens d'ascendance juive ashkénaze. Les gens d'ascendance juive ashkénaze, c'est les gens d'Europe de l'Est. On estime que dans la population générale, ce serait une personne sur 300 environ qui serait porteur d'une mutation BRCA1, BRCA2. Dans cette population-là, c'est une personne sur 40. Donc, étant donné que le risque de départ d'être porteur est beaucoup plus élevé à partir du moment qu'il y a un cancer du sang à pas de 50 ans, puis qu'on est juif ashkénaze, on devrait être vu en génétique. Il y a beaucoup plus, les probabilités sont plus élevées que ces gens-là soient porteurs d'une mutation. Les ressources en génétique, on m'avait demandé d'essayer de vous donner des ressources. Celles-là, elles sont en anglais, mais elles sont très bien. C'est un groupe à Toronto, en fait, à Ottawa. Donc, ça s'appelle Gecko. Ils font plein de documents destinés aux médecins, assez courts. Puis, il y a des documents plus complets aussi sur les cancers, sur plein d'autres aspects génétiques. C'est vraiment une très, très bonne ressource. Je vous montre ici celle pour le cancer du sein. Celle à la gauche, à votre gauche, c'est pour les gens, donc les critères dont je parlais, donc quelqu'un qui est atteint, mais c'est les critères. Et celle à droite, c'est les gens qui ont des antécédents familiaux vous devriez penser à les référents génétiques. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez imprimer, vous pouvez avoir facilement si vous voulez avoir ça à portée de main. À la Fondation du cancer du sein du Québec, à travers mon mandat, c'est une des choses que je suis en train de faire, développer ce genre d'outils-là qui vont être disponibles en ligne et téléchargeables d'ici la fin de l'année. D'autres sources, les outils de calcul de risque. Ceux qui étaient là il y a 2 ans, il y avait eu toute une présentation là-dessus. Il y en a plusieurs. Ils ont tous leurs avantages et leurs désavantages ou leurs limites. Je passerai pas au travers. Moi, en pratique, en parlant avec des médecins en clinique, souvent ce qui revient, c'est qu'ils utilisent le IBIS ou le TaraQ-Seq. Et il y a une version en ligne maintenant qui est très, très facile à utiliser. Je vous ai mis la référence. C'est
un outil pour les femmes qui sont pas atteintes, qui ont une histoire familiale. Ça vous permet de calculer son risque d'être atteinte au cours des 10 prochaines années, puis son risque à vie. Ou ça peut être utile pour vous, c'est que si, par exemple, votre patiente n'est pas certaine de vouloir être vue en génétique, ou elle est sur une liste d'attente, puis ça prend un certain temps, puis vous vous demandez, qu'est-ce que je peux faire en attendant pour cette femme-là, à part la mammographie? Avec un outil de calcul de risque comme ça, si le risque est en haut de 25%, les recommandations ou les suggestions à ce moment-ci, c'est que cette femme-là pourrait être éligible à une résonance magnétique du sein quand son risque est en haut de 25%. Donc, ça peut vous aider peut-être à organiser des suivis en attendant qu'elle veut faire un test génétique ou qu'elle ait accès. Le BodyCA, c'est un autre qui est en ligne aussi, qui est relativement facile à utiliser. Celui-là intègre les gènes BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALP2. Donc, celui-là va vous donner aussi un risque. C'est quoi les possibilités que cette femme-là, pour une femme qui a un cancer, que ça pourrait être une mutation, donc ça pourrait être héréditaire. La règle de base, c'est qu'en haut de 10%, on devrait penser à référent génétique. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez utiliser ces outils-là. Mais je suis pleinement consciente que dans une pratique occupée, on n'a pas nécessairement toujours le temps d'aller utiliser ces outils-là. Le triage et le temps d'attente au Québec, qu'est-ce qui se passe? La majorité des cliniques suivent à peu près ce type de triage-là. Donc, en l'intérieur de 2 à 4 semaines, une femme qui a un cancer et qui a besoin d'avoir un résultat génétique pour une décision de traitement, que ce soit est-ce qu'on fait une mastectomie bilatérale ou est-ce que c'est une femme qui est éligible, par exemple, avec un cancer de l'ovaire, qui pourrait être éligible aux inhibiteurs PARP. Ces gens-là seront vus en 2 et 4 semaines. Entre 1 et 4 mois environ, s'il y a déjà une mutation connue dans la famille, un cancer du sein en bas de 40-45 ans, dépendamment des centres, un cancer triple négatif ou au niveau du Lynch, s'il y a une polypose familiale. Entre 3 et 6 mois, là, on va dans les cancers du sein colorectal en bas de 50 ans, quelqu'un bilatéral. Il y a quelques centres qui vont mettre les triples négatifs de ce côté-là. Les cancers du sein chez l'homme rentrent là. Et ensuite, les P4 et les P5, donc là, on tombe avec des gens un peu plus âgés que les critères en bas de 50 ans. Honnêtement, présentement, ce qui se passe au Québec, les P1, P2, à peu près toutes les cliniques rentrent dans leur délai. À partir de P3, ça devient de plus en plus difficile. Et les P4, clairement difficiles. Et les P5, toutes les femmes qui sont pas atteintes, mais qui ont des histoires familiales claires, mais qu'il y a personne qui a été testé dans la famille parce que ils sont pas disponibles, ils se parlent pas, on s'entend des fois il y a des dynamiques familiales qu'on n'est pas capable d'avoir la personne ou les personnes atteintes sont décédées. Ces gens-là, même si ça semble héréditaire sur papier en prenant leur histoire familiale, ils attendent là entre 2 et 5 ans présentement à travers le Québec. Moi, je trouve ça absolument difficile parce que c'est ces femmes-là vers qui on veut faire de la prévention, qu'elles auraient l'option d'avoir des meilleurs suivis ou des chirurgies prophylactiques si elles le veulent. Et c'est les personnes-là qui restent sur les listes d'attente le plus longtemps présentement. C'est la réalité du manque de ressources. J'ai regardé le rapport de Cancer Care Ontario. Ils ont fait une étude sur toute la génétique en 2017 à travers l'Ontario, particulièrement sur l'oncogénétique. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en 2006 et 2017, le nombre de demandes par année en Ontario a passé de 6 000 à 18 000. Et le nombre de ressources, c'est 5 personnes de plus pour toute la province, dans le même nombre d'années. Donc, il n'y a pas de raison de croire qu'on est différent au Québec, en fait. Donc, vraiment, là, les listes d'attente se remplissent de plus en plus, mais on n'a pas nécessairement les ressources. Et de là, soit, je pense qu'il faut travailler sur les deux plans, un peu comme Dr. Latreille disait, peut-être changer nos méthodes, s'adapter, mais aussi regarder quelles ressources, utiliser les bonnes ressources au bon endroit. Quand vous référez en clinique, quand les gens sont vus en conseil génétique par une conseillère ou par une infirmière, où on va évaluer les risques, on va parler, donner toute l'information. C'est souvent des sessions de 30 à 60 minutes, dépendamment des besoins. L'idée, c'est d'outiller la patiente pour qu'elle prenne une décision éclairée. Donc, c'est ce qu'on fait là régulièrement. Quand on va vers les tests à travers le temps ont évolué. Il y a une dizaine d'années, on faisait que les mutations fréquentes, donc ce qu'on voyait plus fréquemment chez les Canadiens français ou la population juive ashkénaze. On est passé au séquençage, mais souvent seulement BRCA1, BRCA2. Maintenant, la majorité des cliniques utilisent des panels multigènes. Ce qui est important pour vous de vous rappeler de ce côté-là, c'est que si vous avez une patiente que vous avez référée il y a plus de 5 ans et que c'était négatif, mais clairement là, ça va l'air héréditaire chez elle ou dans sa famille et que c'était négatif,
faudrait penser à la retourner. Parce que ce qu'on a testé il y a 5 ou 10 ans, c'était juste séquencer 2 gènes. Ça se peut qu'elle ait une mutation dans CHEK2 ou PALB2 qu'on testait pas à ce moment-là. Ou si on a fait seulement les mutations canadiennes-françaises, on est passé à côté ces mutations canadiennes-françaises, c'est à peu près 10-12 mutations. Il y en a 2000. Fait que clairement, on a passé à côté peut-être de quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire que c'était pas un BRCA1, BRCA2 ou que c'était pas héréditaire. C'est juste qu'on n'avait pas testé les bonnes choses. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui continue d'évoluer là, constamment. Les types de résultats, un résultat positif, donc on a trouvé un variant pathogénique, on va mettre en place la prise en charge que je vais vous montrer dans un instant. Et ce qui est important, ce qui est difficile, c'est la communication avec la famille. C'est qu'à partir du moment qu'on identifie quelqu'un avec une mutation héréditaire, on doit à ce moment-là penser que toutes les personnes apparentées ont un risque de 50% au premier degré. Donc, il faut essayer de pouvoir communiquer avec ces gens-là. Un test négatif, si c'est une mutation déjà connue, là on parle d'un vrai négatif, donc cette personne-là revient au risque sensible sensiblement de la population générale. Mais si c'est une personne, comme je vous disais tout à l'heure, qui est non atteinte, qu'on connaît pas la mutation dans la famille, même si on fait un panel de 23 gènes, si on trouve rien, ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé la cause dans la famille. Donc, cette personne-là, on continue à faire des suivis selon le risque familial. Donc, on a fait des tests, on a éliminé BRCA1, BRCA2, plein de choses. Logiquement, son risque devrait être plus bas, mais comme on peut pas tout à fait le confirmer, on continue à faire des mammographies de façon régulière. Et les derniers, c'est les variants de signification incertaine qu'on trouve là entre 10 et 30% du temps quand on fait des tests génétiques. Ce qu'on sait à ce moment-ci de ces variants-là, c'est que quand on va avoir assez d'informations pour les reclassifier, la majorité, c'est rien. On a tous 20 000 gènes, on a tous les mêmes 20 000, puis on est tous différents. C'est qu'on a tous des variations normales dans nos gènes. C'est ça qui fait qu'on est tous différents. Mais on les connaît pas tous, ces variations-là. Donc, à ce moment-ci, des fois, on trouve des choses qu'on sait pas trop c'est quoi. Le point le plus important pour vous, c'est qu'on n'intervient pas avec un variant de signification certaine. 90 à 95% du temps, c'est rien. Donc, à ce moment-ci, ce qu'on dit, c'est on continue à vous suivre selon le risque de l'histoire familiale. Des fois, on va essayer de tester d'autres gens dans la famille pour essayer de trouver est-ce que c'est la bonne chose ou non, mais on commence pas à offrir des chirurgies, des interventions sur un variant inconnu. Et on dit aux gens, c'est correct de nous rappeler à chaque année parce que les laboratoires et les connaissances vont évoluer. Les prises en charge, il y a vraiment 3 grandes catégories. Les dépistages, donc les mammographies, les IRM, comme par exemple, si on prend BRCA1, BRCA2, une femme avec une mutation BRCA1, on va commencer des résonances magnétiques du sein à 25 ans. À 30 ans, on ajoute les mammographies et on les intercale aux 6 mois. Donc, c'est un suivi beaucoup plus tôt et beaucoup plus ciblé. Et on va commencer aussi des échographies endovaginales avec des dosages de CA125 jusqu'à temps que on puisse discuter d'enlever les ovaires, en fait. Même principe au niveau des syndromes de Lynch, colonoscopie, endoscopie supérieure. Il y a aussi de la chimioprévention. Il y a des femmes BRCA1 qui pourraient décider de prendre du tamoxifène pour réduire leur risque de cancer de l'ovaire. Les anovulants réduisent le risque du sein. Les anovulants réduisent le risque de cancer de l'ovaire. L'aspirine réduirait le risque de cancer du côlon. Les chirurgies prophylactiques, là, on parle vraiment de réduction de risque et ça demeure à ce moment-ci la méthode efficace. Quand on parle de mastectomie bilatérale prophylactique, on réduit le risque jusqu'à 96%. Et ensuite, la réduction au niveau des ovaires, même chose, là, on réduit le risque de façon très significative. Même chose au niveau du cancer de l'endomètre, on peut enlever l'utérus là pour les femmes à très haut risque. Dernier point, les tests aux consommateurs. Je voulais vous en parler parce que de plus en plus, il y a des patients qui achètent des 23andMe ou des Ancestry parce que c'est le fun, puis c'est intéressant de savoir d'où on vient. Et quelquefois, il y a des choses qui sont trouvées là et les gens nous arrivent en clinique avec ça. Donc, je voulais juste vous donner dans les grandes lignes les derniers points par rapport à ça. Et j'ai mis là à gauche Promethease. Je vais faire la différence là. 23andMe teste pour BRCA1, BRCA2 et c'était approuvé par la FDA. Le test est clinique de ce côté-là. C'est un bon test, mais il teste seulement 3 mutations. La difficulté, c'est que les gens
achète leurs données de 23andMe, toutes leurs données de base, et il les télécharge dans un site comme Prometheus, qui est genre $10. Et Prometheus fait une analyse de tout le reste du génome de cette personne-là. Et c'est là où il sort des résultats où vous avez un gène pour l'Alzheimer, vous avez un gène de Lynch. Et ce qu'on voit à ce moment-ci, de ce côté-là, ben ça, cette partie-là, c'est pas un test clinique. La partie de 23andMe qui fait ce qu'on appelle le raw data, les données de base, c'est pas nécessairement clinique. Il y a pas de conseil génétique. Les gens reçoivent ça par courriel quand ils uploadent leurs affaires, là, ou sur le site web. J'ai des patientes qui m'ont raconté un vendredi soir, 11h, ouvrir un résultat qui disait qu'il était porteur BRCA2. Panique s'ensuit. Il y avait pas nécessairement d'histoire familiale. Pas capable de parler à ton médecin le vendredi soir à 11h. Dr Google donne l'information qui est généralement assez alarmante. Donc, vous pouvez vous imaginer tout ce qui se passe de ce côté-là. L'autre point, c'est que même pour 23andMe, même pour le test clinique BRCA1, BRCA2, ils testent 3 mutations. Il y en a plus de 3000. Et même si c'est écrit, j'avais déjà fait l'expérience de faire 23andMe pour une autre conférence, et le consentement est 14 pages, et quand tu reçois les résultats, c'est des pages et des pages et des pages, et honnêtement, la majorité des femmes comprennent pas que c'est 3 mutations, même si c'est écrit partout. Donc, elles comprennent pas que si elles ont pas une de ces 3 mutations-là, ça veut pas dire que c'est pas un BRCA1, BRCA2, ça veut dire que c'est pas ces 3 mutations-là, et ça peut quand même. Donc, il y a des femmes qui se sentent complètement rassurées, qui arrêtent leur suivi, qui se disent c'est pas héréditaire dans ma famille. Donc, il y a un problème de fausse réassurance de ce côté-là. Et il n'y a pas seulement BRCA1, BRCA2, il y a plein d'autres gènes, et ces gènes-là sont pas testés. Le dernier point, c'est que dans tout ce qui est rentré dans Prometheus et qui ressort, que je vous disais qu'il y a des gens qui sortent avec des résultats positifs là-dessus, il y a eu une publication l'année dernière par un laboratoire clinique, et ce qu'ils ont vu, c'est que 40% de ces tests-là positifs, c'était des faux positifs. Donc, ce que Prometheus a sorti en disant, vous avez une mutation dans tel gène du syndrome de Lynch, quand on le regarde dans un labo clinique, c'est pas vrai. C'est pas là. Et là, il y a tout le risque qu'il y a des gens qui vont s'en aller faire des chirurgies, des traitements sur des résultats qui sont pas cliniques et qui, en fait, sont des faux positifs. Donc, c'est ça le point que je voulais faire par rapport aux tests directement aux consommateurs. Si vous avez des patients qui arrivent avec des résultats qui ont téléchargé dans Prometheus ou quelque chose comme ça, référez-le en génétique. Faut que ça soit confirmé de façon clinique. Ça serait le point le plus important. Et le dernier point que je veux faire, c'est qu'il y a les tests directement aux consommateurs et il y a les tests au privé. Et il y a une nuance entre les deux. Les tests aux consommateurs, c'est ce que vous pouvez commander vous-même. C'est ce que j'appelle, moi, le fun genetics. Là, on fait ça pour plein d'autres raisons. Dans le test BRCA1, BRCA2 de 23andMe, il y a le SNP pour savoir si la coriandre, vous aimez ça ou si ça goûte le savon. Honnêtement, on peut juste manger de la coriandre. Vous allez savoir si ça goûte le savon pour vous. Vous allez savoir votre mutation génétique de ce côté-là. Mais les tests au privé, généralement, ils demandent une prescription du médecin. Il y a du conseil génétique inclus et ils utilisent les mêmes laboratoires cliniques. C'est juste que c'est un accès au privé à ce moment-là. Tandis que les tests aux consommateurs, pas besoin de prescription, pas besoin de parler à ton professionnel de la santé. Tu reçois ça à la maison tout seul, tu reçois tes résultats par courriel. Donc là, c'est vraiment complètement différent et c'est pas nécessairement dans les laboratoires cliniques. Donc, c'est la différence entre les deux. J'ai terminé.